problème noir au Darfour est un faux problème parce que l'ensemble des populations qui vivent au Darfour sont globalement des Noirs. En même temps, vous avez des Noirs qui sont musulmans. Donc, à côté du problème noir qu'on soulève, qu'on dit qu'il existe au Darfour, il soulève aussi un autre problème noir dans le Sud-Soudan, en disant que les populations du Sud-Soudan sont des populations noires qui ont des problèmes contre les populations arabes. Il y a certes des Noirs au sud du Soudan qui ont des problèmes comme ceux du Darfour, mais ces problèmes sont des problèmes historiques liés à la colonisation anglaise. La colonisation anglaise avait privilégié le Nord, qui est aujourd'hui considéré comme musulman ou qu'on considère comme arabe, et les populations du Sud avaient été abandonnées à l'époque coloniale. Et ce système s'est perpétué jusqu'à l'indépendance et après les indépendances. Donc, les véritables problèmes qui se posent aussi bien au Darfour qu'au sud du Soudan sont des problèmes d'équilibre régional en termes d'infrastructure, d'éducation, de travail, de possibilités d'accès au travail pour les populations qui sont aussi bien dans le sud que dans l'ouest du Soudan, c'est-à-dire au Darfour. Donc le problème qui est soulevé entre les Noirs et les Arabes est un faux problème. Il y a une volonté d'attiser la haine entre les populations musulmanes ou arabo-musulmanes et les populations chrétiennes ou les populations animistes qui sont dans le Sud-Soudan. Donc c'est ce travail de manipulation fondé sur des véritables problèmes historiques qui est organisé et orchestré aujourd'hui par une série de gens qui veulent avoir l'instabilité au Soudan. Lorsque le Soudan accède à l'indépendance en 1956, il y a une division entre le Nord et le Sud. Et cette guerre est, les gens du Sud, qui sont les Noirs, sont soutenus par l'armée israélienne contre les populations musulmanes qui sont dans le Nord. Et Israël et les États-Unis ont soutenu la guerre dans le Sud-Soudan au point de former même des Sud-Soudanais en Israël. Il y a le témoignage, par exemple, de Joseph Lagou, qui était à l'époque un des chefs des Anyanya, qui a été formé en Israël. Donc, si vous voulez, pendant toutes ces années, le Sud-Soudan a été armé, financé, soutenu et formé et par les Israéliens et par les Américains. D'un côté, on fait durer une guerre pendant 30 ans, on dit qu'on veut protéger les Noirs, mais entre-temps, on arme les Noirs pour qu'ils combattent contre le régime de Khartoum, pas qu'ils combattent contre tous les régimes qui sont arrivés au pouvoir à Khartoum. Et d'un autre côté, au moment où on croit avoir la paix, eh bien, une autre guerre se déclenche en 2003. Et une fois de plus, ceux qui soutenaient les Noirs du Sud-Soudan sont encore ceux qui vont soutenir les Noirs du Darfour. Donc, pour moi, il y a un problème de compréhension de ce qu'on veut exactement faire au Soudan en alimentant une guerre dans le Sud et en alimentant une guerre au Darfour. Lorsque le président Bill Clinton arrive au pouvoir, il inscrit dès 1993 le Soudan sur la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme international. Un rapport est fait par le département d'État américain qui inscrit le Soudan sur la liste noire du terrorisme. Et le Soudan est inscrit avec Cuba sur la liste noire du terrorisme. Sauf que les raisons qui sont évoquées dans le rapport du département d'État américain, c'est que le Soudan abrite le Hamas. En 1994, le Soudan permet d'arrêter Carlos, que les pays occidentaux considèrent comme un terroriste, qui lutte pour les Palestiniens. En 1994, Carlos, qui pensait vivre calmement, tranquillement au Soudan, est arrêté à Khartoum par les services de renseignement soudanais et remis au contre-espionnage français. Pour les Soudanais, arrêter Carlos et le donner aux Français signifie que son image de pays soutenant le terrorisme va changer dans la presse. Sauf que, une fois que Carlos est arrêté et qu'il est envoyé en France, l'image du Soudan ne change pas comme pays soutenant le terrorisme.
Alors, ce qui est très curieux, c'est que Carlos m'a confié qu'il était opposé au harcèlement contre le président al-Bashir, il est opposé à l'arrestation du président al-Bashir et il est opposé à la déstabilisation du Soudan. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que les grandes puissances sont en train aujourd'hui de faire contre le Soudan. Carlos est opposé à ça. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Carlos me dise quelque chose comme ça, puisque ce sont les Soudanais qui l'ont livré à la France. Le deuxième élément, c'est qu'en 1996, le Soudan propose aux Américains d'arrêter Ben Laden, qui à ce moment-là est au Soudan comme homme d'affaires. Et les Américains refusent d'arrêter Ben Laden en prétextant qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. Évidemment, une fois de plus, les Soudanais sont surpris alors que en 1998, les Américains vont bombarder le Soudan en disant que le Soudan fabrique des armes chimiques en collaboration avec les Irakiens. Donc, comment comprendre qu'un pays qui propose, vous cherchez Ben Laden, il est à Khartoum, venez l'arrêter, les Américains disent on ne veut pas l'arrêter. Et quand on essaye de comprendre, on découvre que la famille Ben Laden fait des affaires dans le milieu du pétrole avec la famille Bush et certains membres de l'administration Clinton à l'époque. Ça, c'est ce qui va expliquer les véritables raisons pour lesquelles ils ne vont pas arrêter Ben Laden. Et au jour d'aujourd'hui, les Américains ne veulent pas expliquer pourquoi ils ont refusé d'arrêter Ben Laden en 1996 au Soudan. La première raison, c'est que le président al-Bashir a fait la guerre de Kippour en 1973 contre Israël. Il était engagé dans l'armée égyptienne en tant que Soudanais pour faire la guerre qui a opposé Israël à l'Égypte. Deuxième raison, le président al-Bashir a toujours soutenu la cause palestinienne et le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1990, il n'a jamais renoncé jusqu'à ce jour à cette position. La troisième raison, c'est que lorsque le Soudan constate que les Américains l'ont placé sous embargo, qu'il est considéré comme un État terroriste ou qui soutient le terrorisme international, et qu'on découvre qu'il y a beaucoup de pétrole au Soudan, les Soudanais décident de confier l'exploitation des gisements pétroliers de leur pays à la Chine, ce qui provoque la colère des Américains et d'un certain nombre de multinationales occidentales. Ce que les gens ignorent souvent, et il faut que je le souligne ici, c'est que la Chine a toujours soutenu la cause palestinienne et le droit des Palestiniens à l'autodétermination, et notamment le premier bureau de l'OLP à l'étranger, à l'international, a été ouvert à Pékin en 1965. La Chine a toujours voulu dialoguer avec toutes les factions palestiniennes, exactement comme le Soudan. Donc, lorsque le Soudan se retrouve aujourd'hui partenaire de la Chine dans les affaires pétrolières, il est évident que cet aspect du dossier palestinien conjugué aux problèmes financiers et économiques ne peut que faire de la Chine et du Soudan des ennemis des Occidentaux. Dans la campagne qui est faite aujourd'hui contre le Soudan, il y a deux organisations principales. Save Darfour aux États-Unis et Urgence Darfour en France. Save Darfour aux États-Unis abrite une soixantaine d'associations pro-israéliennes qui sont farouchement opposées au régime du président al-Bashir et qui font une campagne virulente aux États-Unis contre le président du Soudan. Alors, une soixantaine d'associations pro-israéliennes, y compris des rabbins, qui ont écrit des lettres à Condoleezza Rice et à George Bush en disant qu'il faut faire quelque chose contre le régime d'al-Bashir. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut amener les gens à se mobiliser autant simplement pour les Noirs du Darfour? Et je constate tout simplement que lorsqu'il y a par exemple, puisqu'il s'agit d'associations américaines, quand il y a eu les événements de Katrina où beaucoup de Noirs de la Nouvelle-Orléans se sont retrouvés dans la misère la plus dure. Moi, je me suis rendu à Nouvelle-Orléans et j'ai rencontré des familles noires américaines qui attendaient encore de l'aide 4 ans après les événements. Toutes ces associations ne se sont jamais mobilisées pour les Noirs
de la Nouvelle-Orléans. Il y a le pays voisin du Soudan qui est le Congo. 6 millions de morts au Congo et je ne vois aucune association parmi celles qui se demandent, qui veulent sauver les Noirs du Darfour. Aucune association ne bouge pour les Noirs du Congo. Quelle est la différence entre les Noirs du Congo et les Noirs du Darfour? Ce ne sont pas les Noirs. Regardons encore les problèmes des Noirs en Europe. Il y a beaucoup de problèmes qui touchent les Noirs en Europe. Est-ce que les gens se bougent? Est-ce qu'on voit des gens, par exemple, sur tous ces immigrés qui sont renvoyés parfois avec une brutalité extrême? Est-ce que, en dehors des associations locales en France qui travaillent sur ces questions-là, je ne vois pas toutes ces associations se mobiliser pour défendre la situation des Noirs? Et puis parlons de l'Afrique aussi. Les Noirs qui dirigent les pays africains et qui exercent la violence et la brutalité à l'égard des autres Noirs et qui sont souvent des alliés d'un certain nombre de puissances occidentales, est-ce qu'on va se battre pour que ces Noirs-là vivent librement dans leur pays? Est-ce qu'on se bat pour que certains dictateurs qui sont en Afrique et qui sont aujourd'hui des grands amis des États-Unis, des grands amis des grandes puissances, est-ce qu'on voit ces gens-là agressés comme on agresse le président Al-Bashir? J'ai un exemple très simple. Le président Kagame qui a massacré des Espagnols, des Canadiens, des Français, a été accueilli à bras ouverts par le gouvernement Bush, a été soutenu par Bill Clinton. Donc pour moi, il y a une série d'incohérences dans la défense des Noirs qui ne me convainc pas du tout. Et puis il y a l'association Urgence Darfour en France, qui est pilotée par Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, André Glucksmann, qui disent défendre les Noirs du Darfour. Or, je constate que un des chefs rebelles du Darfour, M. Abdalwaïl Nour, est leur ami. Et qu'ils l'ont toujours soutenu. Et que M. Kouchner a demandé à la presse française que ce monsieur puisse parler dans les médias. Et que dans les réunions publiques qu'organise, par exemple, Bernard-Henri Lévy, il salue un chef rebelle du Darfour. Est-ce que c'est ça défendre les Noirs du Darfour? Est-ce que c'est ça défendre la paix au Darfour? Est-ce que c'est ça défendre la réconciliation nationale au Darfour? Est-ce que c'est ça défendre l'unité du Soudan? Je n'en suis pas convaincu. Alors, l'histoire du génocide au Darfour est une histoire terrible. Non pas parce qu'il y a génocide au Darfour, mais parce que la guerre qui oppose aujourd'hui les rebelles du Darfour au gouvernement de Khartoum est alimentée et soutenue par les puissances étrangères. Et que en 2004, lorsque le secrétaire général de l'ONU avait désigné un expert en la personne du juge italien M. Antonio Cassese, il a rendu un rapport en 2005. Et que dit ce rapport? Qu'il y a des violations des droits de l'homme au Darfour, qu'il y a une guerre au Darfour, mais pas un génocide. Mais pourquoi continue-t-on de parler de génocide au Darfour? Et qui était le premier à parler de génocide? C'est le gouvernement américain, à travers son secrétaire d'État, M. Colin Powell, qui est reconnu aujourd'hui comme celui qui a menti dans la guerre contre l'Irak. Et en France, le collectif Urgence Darfour dit que c'est le premier génocide du 21e siècle. Les premières personnes qui ont utilisé le terme génocide dans l'affaire du Soudan, ce n'était même pas dans l'affaire du Darfour, mais c'est dans le dossier de la crise du Sud-Soudan en 1998. La guerre du Darfour commence en 2003. Mais en 1998, dans un document de travail fait par un ancien officier de l'armée américaine, M. Millard Byrd, qui a écrit aussi un livre très controversé sur le Soudan. Eh bien, c'est ce monsieur qui introduit le terme de génocide en 1998. Or, même le chef rebelle John Garang n'a jamais parlé de génocide pendant toutes ces années de guerre entre le Sud-Soudan et le gouvernement de Khartoum. L'un des responsables qui commande les troupes de mission de la paix au Darfour n'est autre qu'un criminel de guerre de 1994 qui est poursuivi par les tribunaux espagnols et qui est aujourd'hui poursuivi par les tribunaux français. Et il a fallu que ce soit des députés et surtout
des élus espagnols qui protestent auprès du secrétaire général de l'ONU, qui disent mais ce n'est pas possible que quelqu'un qui est poursuivi pour avoir commis des crimes au Congo et au Rwanda, c'est cette personne qui est devenue responsable des troupes d'une mission de la paix au Darfour. Alors, je suis encore étonné de constater que ce sont les mêmes gens qui parlent des génocides des Tutsis au Rwanda, qui parlent des génocides contre les Noirs au Darfour. Donc j'ai du mal à comprendre comment ces gens se retrouvent toujours à des endroits précis pour parler des génocides, alors que même la notion de génocide est contestée par des experts à cet endroit-là. Il serait utile qu'on essaye de comprendre pourquoi ils tiennent tant au terme génocide dans des conflits africains qui sont généralement soutenus et organisés par des puissances étrangères. Le procureur Ocampo, c'est encore une très grande bizarrerie dans l'affaire du Darfour. Parce que le procureur Ocampo est un avocat argentin qui avait travaillé en Argentine à l'époque et qui avait une fondation qui était financée par le gouvernement américain. Bon, je constate que M. Ocampo a fait l'objet d'une plainte déposée devant la cour pour une affaire de meurtre par un de ses collaborateurs. L'affaire a été étouffée par la cour et on a même demandé au collaborateur de M. Ocampo qui avait déposé la plainte de remettre les pièces à conviction pour qu'on les détruise. Je constate encore que le même collaborateur, pour le faire taire définitivement, M. Ocampo décide de le renvoyer sans préavis et sans suivre une seule fois les règles de procédure de licenciement au sein du tribunal. M. Ocampo se retrouve devant le tribunal administratif de Genève pour s'expliquer et il est condamné. Et après la condamnation contre M. Ocampo, l'affaire a encore une fois de plus étouffé et la Cour préfère payer les indemnités plutôt que d'adresser une sanction ne serait-ce que disciplinaire à l'égard de M. Ocampo qui a violé les règles de droit en matière de licenciement au sein de la Cour pénale internationale. Quand vous prenez le tribunal pénal international pour le Rwanda et la Cour pénale internationale qui sont chargés aujourd'hui de juger des dirigeants africains, des dirigeants du tiers-monde, etc. Je constate simplement que ces tribunaux n'ont jamais enquêté et ne se sont jamais préoccupés des dirigeants des pays puissants. Je constate que il est démontré dans la guerre irakienne que le président des États-Unis a menti, que le premier ministre Tony Blair a menti, que le responsable des affaires étrangères, M. Colin Powell, a menti qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et que malgré tout cela, une guerre est déclenchée contre l'Irak. Il n'y a aucune juridiction internationale qui décide de poursuivre ces dirigeants.